à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être consacrée uniquement aux œuvres de Jane Austen, parce que, à part Juvenilia, donc ces œuvres de jeunesse qui sont parues ici en entier chez Christian Bourgois, j'ai tout lu ou tout vu de Jane Austen. Je vais commencer tout bêtement par ordre de sortie des livres. Donc, je mets de côté Juvenilia parce que j'en avais lu que 3. Juvenilia sont des œuvres de jeunesse, des œuvres plutôt courtes, ça peut être du théâtre, des œuvres épistolaires. J'en avais lu 3 aux éditions de Charleston, mais tout simplement parce qu'il y avait écrit Jane Austen dessus, donc je voulais les acheter. Je les ai lus, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, parce qu'en même temps, il n'y en avait que 3. Là, il y en a beaucoup plus parce qu'elles sont toutes là. Mais il y a des choses qui sont vraiment très courtes, mais je ne l'ai pas lu, donc je le mentionne juste. Donc Jane Austen, c'est une autrice qui est très importante dans la littérature anglaise du début du 19e siècle, parce qu'elle a commencé à écrire dans les années 1810 à peu près, jusqu'en 1800... Il y a peut-être ces 2 derniers romans sont sortis à titre posthume, parce que son frère et sa sœur et je pense une amie autrice de la famille ont un petit peu forcé pour que ses œuvres soient publiées. Et c'est une femme qui, de son temps, a eu un petit succès, mais sans plus. C'est après, en fait, que ça c'est devenu énorme. Et de quoi que ça cause ? Jane Austen, elle fait partie, sa famille fait partie de la petite gentry. La little gentry, c'est la petite noblesse qui... Il me semble qu'ils peuvent avoir des titres genre baronnet par exemple, ils peuvent avoir des terres, mais ils sont plutôt désargentés. Mais ils vivent quand même comme ce qu'est la noblesse, avec un grand N, entre guillemets, les pères du royaume, etc. Et bref, bon, je suis pas là pour travailler plus que ça le contexte historique et sociologique parce que je le maîtrise pas. Sans doute qu'un de ces 4, je vais creuser. Mais je voulais juste vous dire que je me suis fait un marathon de certaines adaptations des livres de Jane Austen parce que j'ai passé ma première certif. Honnêtement, j'avais envie de couper, de me coller devant la télé et de profiter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout vu. Non, quand je dis j'ai tout vu, c'est que chaque livre a été adapté sous plusieurs formes, sous plusieurs films ou séries. Et en général, je choisissais tout simplement l'adaptation qui était disponible sur une des plateformes, parce que je suis abonnée à pas mal de chaînes télé, genre Amazon, Netflix, etc. Et je choisissais l'adaptation que je pouvais trouver tout simplement sur mes plateformes. Et des fois non. Mais je vous mettrai des liens. Bref, vous savez que j'avais déjà lu, ça devait être le premier livre que j'ai lu de Jane Austen, c'était Raison et sensibilité, ou Raison et sentiment, que j'ai lu sur la chaîne. Les livres que je lis sur la chaîne, ce sont de vieilles traductions qui sont pas forcément à respecter le matériau de base parce que ça se faisait pas trop dans ce temps-là. Et la traduction de Raison et sensibilité a été faite par Isabelle de Montaulieu, qui était une femme de lettres française, qui a également écrit, je pense qu'elle a traduit d'autres œuvres et elle a écrit aussi de son côté. Mais en gros, il y a une grosse partie de l'ironie austenienne qui est passée à la trappe parce que c'est drôle. Ces textes sont drôles, surtout dans les dialogues ou des petites remarques comme ça en passant. Et pour Orgueil et Préjugés, que j'ai également lu sur la chaîne il y a quelques mois, c'est pareil, je crois que c'est pas la même traductrice, mais il y a des passages qui ont même pu être réécrits ou être virés tout simplement parce que ça ne convenait pas à la traductrice. Donc les traductions anciennes de Jane Austen font quand même plutôt polémique, et comme elles sont libres de droit, c'est ça que je dois lire, pour ne pas finir en prison. Mais bref, Raison et sensibilité. On se retrouve avec les sœurs Dashwood, on doit être dans les années 1810-1815. Les Dashwood, c'est une famille de 3 enfants, donc 3 femmes,
Il y a Elinor, l'aînée, Maria ou Marianne selon les traductions, la seconde, et une petite Emma, il me semble, qui doit avoir 12-13 ans. Elinor, elle a dépassé les 20 ans, elle est plutôt raisonnable. Maria, elle est très fantasque, elle vit en gros un petit peu dans... Elle est très romantique, très fantasque, un peu aux prises avec ses émotions qu'elle a du mal à gérer. Et elle doit avoir 18 ans, un truc comme ça, et donc la petite qui est la petite jeune. Et le père Dashwood, en fait, il meurt. Et vous me direz, qu'est-ce qu'il va devenir, hein, qu'est-ce qu'il va devenir de cette petite famille? Parce que donc il y a la mère Dashwood et il y a les 3 filles. Et bien comme elles sont des filles, elles passent sous la tutelle du frère aîné, issu d'un premier mariage. Je ne connais plus son nom, mais on va dire Monsieur Dashwood. C'est lui qui hérite des terres, du titre, de la fortune de son père, et donc c'est parfaitement dans son droit de s'approprier la maison dans laquelle vivaient ses sœurs et sa belle-mère, et de les loger ailleurs. Mais il doit subvenir à leurs besoins. Donc il doit les loger, il doit leur donner de quoi survivre, etc. Et toute cette petite famille va devoir quitter la maison où elles ont né et où elles sont nées et où elles ont vécu jusqu'à présent, et changer de comté. Donc elles sont littéralement déracinées au début de l'histoire. Et en plus, on a un petit peu, par leur point de vue, les petits calculs bien mesquins du frère Dashwood et de sa femme, qui se disent non, on va quand même pas leur donner 100 livres par an, ça fait beaucoup, non mais 50 c'est tout à fait bien. Puis enfin bref, plus ils calculent, moins ils ont de sous, et c'est vraiment compliqué. Donc on démarre sur une histoire qui démarre de manière assez tragique et qui est triste. Et malheureusement, c'était comme ça. Et ça, l'histoire de... Je sais plus comment s'appelle cette loi-là, je le mettrai en... J'ai pas préparé la vidéo, là, je suis assez spontanée. La femme, en fait, en 1815, la femme anglaise était considérée comme une mineure. Elle n'avait pas de fortune en son nom, elle n'avait pas de terre en son nom, elle était sous la tutelle du père, du mari, du frère, d'un cousin lointain, etc. Donc elles sont déracinées, elles vont vivre dans un autre comté assez loin de votre vivait, ce qui veut dire qu'elles vont plus trop voir les personnes qu'elles ont connues toute leur vie. Et donc elles vont devoir se faire de nouveaux amis, etc. Elinor, je sais plus si elle avait déjà commencé à... elle a peut-être déjà commencé à fréquenter Edward Ferrars. Edward Ferrars, c'est, il me semble... Ah, je sais plus si c'est le premier fils d'une famille, donc c'est celui qui est censé hériter de tout, du titre, etc. Sauf que sa famille trouve qu'il n'en a pas l'envergure. Et lui, il veut devenir vicaire ou quelque chose comme ça. Il veut entrer dans les ordres. Sachant que les hommes qui entraient dans les ordres pouvaient se marier. Il me semble que c'est l'église anglicane. Donc on a une petite relation comme ça qui est un petit peu dans les petits chaussons, où il y a un franc attachement. Ils se retrouvent, Elinor et Edward, c'est sur plein de choses. Elinor, c'est quelqu'un qui est très raisonnable et qui n'est pas arrivé plus que plus que sa condition, etc. Elle n'a pas d'ambition, on va dire. Et Maria, par contre, elle va tomber amoureuse du beau gosse qui s'appelle Willoughby. Et Willoughby, je crois qu'il va la tirer d'un mauvais pas parce que Maria l'aime bien aller se promener et compagnie, et elle s'est retrouvée un petit peu sous la flotte dans un champ, enfin bref, elle s'est cassé la figure, elle s'est tordu la cheville, assez classique. Donc Willoughby, sur son cheval blanc, a ramassé Maria et l'a ramenée à la maison. Il me semble que c'est lui. C'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, donc je me trompe peut-être. Et bref, Maria, elle va tomber amoureuse de lui, du beau gosse, du jeune beau gosse, un petit peu mystérieux, etc. Et il faut savoir que qu'en ce temps-là, si vous voulez, ces filles d'Ashwood sont pas de bon parti, parce qu'elles n'ont pas de dot, ou très peu. Et elles ne sont pas des bons partis. Elles ne sont pas du tout des bons partis, donc...
En gros, elles, si elles veulent socialement s'élever, il faut qu'elles fassent un bon mariage avec quelqu'un qui a de l'argent. Et Willoughby, ben, c'est quelqu'un qui a pas de thunes. Donc Willoughby, lui, il cherche une nana qui a de l'argent. Je vais pas en dire beaucoup plus sur... parce que j'ai pas envie de vous dévoiler un petit peu trop l'intrigue. Mais en gros, les grosses thématiques dans ce livre-là, c'est le statut de la femme dans la société et comment, en gros, la mort prématurée d'un père, par exemple, peut vraiment mettre les filles et l'épouse qui survit dans une merde financière pas possible. Et comment elles deviennent un poids, mais ou même un boulet, en fait, pour les personnes qui doivent subvenir à leurs besoins. Donc un frère, un cousin, etc. Ça peut être même quelqu'un de très éloigné, hein. Et ils sont obligés de subvenir à leurs besoins. Il y a une espèce d'opposition entre la personnalité d'Elinor, qui est très raisonnable, même si elle peut souffrir de... Parce que c'est pas simple avec Edward. Avec Edward, elle peut souffrir de la situation, mais elle n'est pas dans la démonstration de ses émotions. Alors que Maria, elle lâche complètement les vannes. Elle est assez fragile sur ce plan-là, sur le plan émotif. Elle est plus jeune aussi. Et faut dire qu'il y a quand même Elinor et la maman qui sont présentes pour la soutenir. Donc elle a aussi la possibilité, Maria, de pouvoir s'épancher. Elle va toujours trouver une épaule sur qui pleurer. Et il y a d'autres choses d'autres choses sous-jacentes aussi, c'est comment on gère les bâtards. Je vais pas vous dire, il y a une histoire de bâtard dans ce roman. Je vous dis pas qui c'est, je vous dis pas comment ça va se gérer, mais en gros il y a quelqu'un qui, enfin deux jeunes gens qui ont conçu un enfant hors mariage et le père en fait a complètement laissé tomber la femme qui a dû un peu se démerder tout simplement et subir aussi le poids de la société. Donc ça, c'est on va dire les 3 grandes thématiques qu'il y a dans ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Orgueil et préjugés. C'est le 2e livre qu'a écrit Jane Austen et c'est sans doute celui qui est le plus connu. Moi, je pense que mon préféré, ça reste... Je rappelle que les 2 seuls que j'ai lus avec mes yeux sont Raison et sensibilité et Orgueil et préjugés. J'ai préféré Raison et sensibilité. Je me suis tapé en fait dans mon petit... Dans mon petit marathon télévisuel d'adaptation de Jane Austen, j'ai regardé la fameuse série BBC de 1995 qui, je pense, elle avait Colin Firth. J'ai oublié le nom de l'actrice. Je vous mettrai les liens de toute façon. Et je pense qu'elle est plus fidèle en fait à l'écriture, enfin au matériau textuel de Jane Austen, mais je préfère quand même le film avec Keira Knightley, qui va peut-être plus droit au but, qui est sans doute beaucoup plus moderne dans la façon dont on présente en fait toutes ces petites intrigues de cours de Provence, de province, pardon, et je pense que je préfère le film. Mais j'ai vraiment aimé aussi la série qui prend son temps. C'était des épisodes de 45 à 50 minutes, 6 épisodes. Et donc c'est un livre que j'ai aussi lu, que j'ai lu 2 fois, parce que j'ai dû le lire en livre audio, je l'ai lu pour la chaîne ensuite, je vous mets le lien en barre d'informations. J'ai vu le film plusieurs fois et j'ai vu du coup la série télé, et une fois que j'ai vu la série télé, je me suis dit, je vais regarder les autres adaptations. Mais bref, de quoi ça cause Orgueil et préjugés. On se retrouve à la campagne, comme dans Raison et sensibilité, on est à la campagne aussi. Et on a en gros la famille Bennet. La famille Bennet, c'est une famille donc il y a le père et la mère, et il y a 5 filles. Normalement, dans la bonne société, ce que va rappeler un des personnages, d'ailleurs, à Elisabeth, qui est l'héroïne, dans la bonne société, c'est d'abord la fille aînée qui sort dans le monde pour être présentée au monde et être sur le marché du mariage. Une fois qu'elle est mariée, la seconde fille sort, etc. Là, Madame Bennet, elle a fait un prix de gros. Tout le monde est rentré dans le monde. Bon, c'est pas présenté à Londres et tout ça, je pense que c'était vraiment dans leur petit patelin.
Et du coup, même les filles les plus jeunes, donc il y a Lydia la plus jeune qui a 15 ans, participent au bal, dansent, etc. Et c'est une famille qui est assez originale dans la mesure où... mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus... si vous avez vu la série Bridgerton, où on est quand même sur les premières saisons sur un poids au niveau de que un homme et une femme non mariés ne doivent pas se retrouver tout seuls dans les jardins ou sur la terrasse ou dans une pièce avec une porte fermée, etc. On est beaucoup plus souple au niveau de ces règles-là dans Orgueil et Préjugés. Et parce que on a un père qui préfère bouquiner tranquille dans sa bibliothèque, une mère qui essaye de gérer. Je pense que la mère fait vraiment ce qu'elle peut. Je pense qu'elle ne sait pas faire et je pense qu'effectivement ça lui apporte beaucoup de soucis. Donc elle est souvent prise au niveau de ses nerfs, vous comprenez. Parce qu'elle a quand même 5 filles à marier et l'aînée, c'est la plus jolie, Jane, elle a 21, 22 ans, un truc comme ça. Et bref, au cours d'un bal, je sais plus où c'est exactement, il y a une nouvelle famille en fait qui est venue dans le quartier. C'est la famille Bingley. Donc, la famille Bingley, c'est Charles Bingley avec ses 2 sœurs. Il y en a une qui est mariée, qui est là avec son mari, et une qui n'est pas mariée et qui du coup, qui est sur le marché. Et il a amené avec lui aussi son meilleur ami qui s'appelle Fitzwilliam Darcy. Monsieur Darcy. Et Monsieur Darcy, une fois arrivé en fait dans ce bal-là, c'est presque une fête paysanne en fait, hein, même si ils dansent, ils dansent pas dehors, hein, ils sont à l'intérieur, etc. Il y a de la musique. Les Darcy, il se dit, je suis un peu arrivé chez les ploucs quand même. Et Darcy, en fait, il a été élevé dans toutes les règles sociales très strictes, où en gros, il va se retrouver surtout dépaysé et pas très à l'aise dans cette société-là, parce que c'est pas les mêmes codes sociaux. Et Charles Bingley va assez rapidement danser pas mal avec Jane Mennett, donc l'aînée, qui est la plus jolie, la plus charmante, qui est réputée pour sa beauté. Et Charles, en fait, de voir Darcy qui reste boudé comme ça et qui fait danser personne, va dire, regarde, il y a Elisabeth qui est là-bas, tu pourrais... Enfin, vous pourriez danser avec elle. Puis, ah bah non, j'aime pas danser. Puis, de toute façon, elle est juste passable. Faut savoir Elisabeth, elle est polie. Ils le sont tous. Mais Elisabeth, elle va dire les choses. Et très poliment. Mais alors, elle va vous envoyer chier, mais propre et net. Très poliment, avec les formes, etc. Mais le fait d'envoyer promener des gens, ça se fait pas trop sur le plan social. Elle serre pas les dents, en gros. Elle rentre dedans. Du coup, vous vous dites, ça, comme entrée en matière pour un futur couple, c'est pas gagné. Effectivement, c'est pas gagné du tout. Parce que... en fait, Elisabeth, elle détonne par rapport aux femmes auxquelles est habituée Darcy. Parce qu'elle dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit aussi, et elle dit ce qu'elle pense surtout à n'importe qui. Elle va être assez franche, ouvertement franche. Elle peut être blessante. C'est pas sa volonté, mais en gros, faut pas trop la chercher, quoi, Elisabeth. Et Darcy, il va être quand même très décontenancé par ce comportement-là. Très décontenancé aussi par le comportement des Bennet de manière globale, où il y a un père qui est pas là et la mère qui raconte en gros ouvertement au bal ou au repas auquel ils sont les plans de mariage qu'elle a pour ses enfants, ce qui fait que Darcy s'en méfie. Et il met un petit peu tout le monde dans le même sac. Et bref, il va y avoir pas mal de péripéties, c'est assez intéressant. Et je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais les grandes thématiques de ce livre-là ou de ce film, cette série, je vous conseille de regarder ces adaptations. On est sur un couple qui a des différences sociales importantes,
autant au niveau argent que niveau comportement, on va dire. Euh, Elle sait se tenir, Elisabeth, hein. Pas tout le monde dans sa famille, par contre. Donc on a une espèce de fossé culturel, on va dire. Une espèce seulement, parce que Elisabeth, elle est bien élevée, elle lit beaucoup, etc. On a aussi comment une famille un petit peu... C'est une famille qui est quand même perçue plutôt positivement dans leur petit milieu, dans leur petit village. Parce que Madame Bennett, elle disait, on invite quand même 24 familles, hein. Enfin, ils se fréquentent en fait parmi 24 familles dans le même village, une petite ville. Et par contre, comme ils ne respectent pas les codes sociaux de leur rang, bah, ils détonnent quand même. On va dire que dans leur petite mare, ça va, ça passe. C'est un peu les originaux du coin, mais ça passe. Mais une fois qu'ils s'étendent un petit peu, ça peut un peu crisper les gens de la haute qui viennent des grandes villes, en gros. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, et surtout comment des personnes qui sont pas forcément opposées. Je trouve que c'est très fort de dire que Darcy et Elisabeth sont ennemis. Je pense pas. Ils peuvent pas se blairer au début, ça c'est clair, mais ils se connaissent pas, surtout. Ils se connaissent pas. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un ennemi to lovers. Mais bref, je trouve ça intéressant de savoir. On se dit, mais comment, là où ils en sont, comment ils vont finir par se dire qu'ils s'aiment. Comment ils vont finir par se dire qu'ils s'aiment, c'est pas possible. Ensuite, je pense que c'est mon livre préféré. Ça sera mon livre préféré, là, qui était le plus social, il me semble. Mansfield Park. Mansfield Park, on a une famille Ward où il y avait 3 femmes. La première, il y en a une qui est devenue Lady Bertram, donc c'est une lady, c'est quelqu'un qui a contracté un très bon mariage, ils ont de très grandes terres. Ça peut ressembler un petit peu à Aubrey Hall dans Bridgerton, pour vous donner une idée de la taille de... C'est vraiment un très grand bâtiment avec des très grandes terres, etc. La seconde, non, enfin l'autre sœur a épousé Monsieur Norris, un clergyman. Et elle vivait en fait avec sa sœur. Et la plus jeune, elle a épousé un lieutenant de marine. Elle a contracté un mariage d'amour avec quelqu'un qui aurait pu avoir une carrière, sauf que la carrière ne s'est pas faite, et sauf qu'ils ont eu 10 enfants. Donc, on est dans la pauvreté. On n'est pas dans la grande pauvreté non plus, mais ils ont un peu du mal à manger, on va dire. C'est une famille qui vit à Portsmouth, donc en bord de mer, c'est un port, dans une maison sur le port. Et la maman, si vous voulez, elle est constamment enceinte, où il y a toujours des petits en fait à s'occuper. Et un jour, en fait, elle décide de confier sa fille aînée, Fanny Price, à sa sœur, à une de ses sœurs aînées, donc chez les Bertram, dans le grand château assez loin. Et en fait, elle n'a pas dit à sa fille que elle allait pas y passer juste quelques semaines. Parce que c'est pas quelques semaines qu'elle va y passer, c'est quelques années. Sans forcément retourner voir sa mère. Après, elles s'écrivent, etc. Mais je pense qu'elle avait tellement de mal à nourrir tous ses enfants et à s'occuper de tout le monde qu'elle préférait en fait confier cette fille aînée pour qu'elle ait une chance éventuellement d'avoir une meilleure éducation, par exemple, une place de gouvernante, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, Fanny, elle va avoir une place assez particulière dans cette famille-là. Lady Bertram, elle a deux garçons et 2 filles. Les 2 garçons, l'aîné, c'est le dandy de l'époque qui, en gros, se passe son temps à se bourrer la gueule et à coucher avec des filles. Le deuxième, il est beaucoup plus sérieux. Et les cousines, en fait, sont méprisantes à son égard parce que c'est la cousine pauvre, si vous voulez. Et Fanny, en fait, elle arrive là-bas dans cette famille qu'elle ne connaît pas. Elle sait que c'est sa tante, ses cousines, etc. Mais elle ne les connaît pas. Et elle a 12 ans, elle a son baluchon, on lui dit tu vas dormir là. Je me souviens que dans le film, la chambre où elle doit dormir, c'est une belle chambre, hein, etc. Mais c'est quand même à l'écart. Ils ont
même pas passer un coup de balai ou quoi que ce soit dans la chambre. En gros, elle va dans un grenier. La gamine, elle a voyagé toute la nuit. Elle a poireauté 2 heures dehors parce que elle savait, le cocher l'a déposée à un mauvais endroit. Et bref, bah, elle arrive là, la pauvre petite, elle est toute triste. Et on va accélérer un petit peu le temps et la retrouver quand elle a à peu près 18 ans. Et là, en fait, Fanny, si vous voulez, on va assez régulièrement lui rappeler sa condition de cousine pauvre. Elle est là parce que elle va, si je confonds pas, elle va, elle sert un peu de gouvernante, elle fait de la couture, elle peut faire, je pense qu'elle peut aider un petit peu à la cuisine, des trucs comme ça, un peu avec le linge. Elle est là pour assister sa tante qui est clairement opiumane. Sa tante, elle passe son temps à se boire un petit coup d'opium et à roupiller parce que je pense que c'est une femme qui se fait beaucoup, qui s'ennuie beaucoup et qui gère rien du tout. Et chose très intéressante, je pense que c'est juste effleuré dans le livre, parce que ça l'est juste aussi dans le film, c'est que les Bertram, pourquoi ils sont si riches que ça? Parce qu'ils sont esclavagistes. Voilà. Et Fanny, d'ailleurs, en arrivant dans le... Je sais plus si c'est en arrivant au château ou si, il me semble bien. Il y a un bateau au bord de mer comme ça, et elle entend des cris. Et la personne qui l'accompagnait dans le... C'est peut-être le gars qui conduit la charrette, je sais plus. Le gars lui dit c'est des esclavagistes. C'est des esclaves qui appellent, en gros, qui prient ou qui chantent. Donc la gamine... La gamine, elle se dit, c'est pas normal. Enfin, ils ont pas l'air d'être très bien, quoi, les gens, là, dans le bateau. Et le truc que je vais trouver intéressant, c'est que on est dans une famille qui se contente bien de ça, puisque l'esclavage, c'est très bien pour eux, ça leur donne à manger. Ils ont des plantations à Antigua, il me semble, je sais plus exactement où c'est. Et à un moment, Lord Bertram, donc l'oncle de Fanny, va partir avec son fils aîné qui est un gros pochetron, fêtard, à Antigua pour un peu pour qu'il apprenne et qu'il prenne la suite un de ces quatre. Et ça va faire un peu des vacances quelque part à la famille. Mais bref. Vont arriver dans ce petit monde-là. Donc on est quand même chez des gens qui sont riches. Fanny, elle avait rien. Vont arriver un frère et une sœur qui sont, c'est de la haute aussi, mais ils sont un peu plus désargentés quand même. Elle souhaite épouser, faire un bon mariage avec quelqu'un qui a de l'argent. Sauf qu'elle jette son dévolu sur le second fils. Le second fils, il veut devenir vicaire. Pas de bol. Les vicaires, ils ne roulent pas sur l'or. Et le frère, lui, va jeter son dévolu sur Fanny. Et elle va dire non. À chaque fois qu'il va demander, elle va dire non. Et quand son oncle va dire, bah, épouse-le, c'est pas un mauvais parti, gna gna gna, non. Du coup, il la renvoie chez elle à Portsmouth pour qu'elle réfléchisse. Et là, elle va être... son prétendant va venir la visiter. Et elle va dire non. Et moi, je trouve ça chouette. Parce que Fanny, c'est une nana qui s'impose pas. Elle n'a pas le côté un peu éclatant d'Elizabeth Bennet. Elle n'a pas le côté un peu flamboyant de Maria. Fanny, elle est super discrète. Fanny, vous l'oubliez dans une pièce, si vous voulez. Et elle est là, elle file un coup de main un peu à tout le monde. Elle est gentille et compagnie, et on la traite mal. Et c'est un personnage, moi, que j'ai eu envie de protéger, si vous voulez. Dans ce livre-là, parce que j'ai pas envie de trop vous en dévoiler, on a comme thématique, comme je vous ai dit, l'esclavage, c'est survolé. On va pas se promener à Antigua, on va pas voir d'esclaves, même s'il est question à un moment qu'ils aient un esclave noir comme serviteur. J'ai pas vu, je sais pas si c'est le cas dans le livre, mais je pense que, enfin, Jane Austen,
elle a un côté très conventionnel, si vous voulez, au niveau de ses écrits. Et même si elle va dénoncer certaines choses, il y a d'autres... je pense qu'elle les énonce seulement. C'est son choix. Et donc, on a... là aussi, c'est des personnes d'une même famille, mais qui sont pas de la même classe sociale. Et comment on renvoie constamment, en fait, sa classe sociale et sa pauvreté, et le fait que t'es pauvre, donc t'as pas le choix, à Fanny. Euh, on a aussi une notion de comment un second fils pourrait être meilleur héritier que l'aîné, parce que l'aîné, clairement, c'est un gros pocheron, il sert à rien. Et le second fils, il est sérieux. Le second fils, il est parfaitement sérieux. Il y a une notion aussi vachement intéressante. Ah, j'ai pas compris s'ils étaient mariés ou pas, mais il y a eu une coucherie qui aurait pas dû avoir. Et soit la jeune femme était engagée, soit elle venait de se marier il y a pas très longtemps, mais en gros elle est pas amoureuse du tout. Elle a fait un beau mariage, un bon mariage avec quelqu'un qui a de l'argent et un titre, mais elle l'aime pas. Et comment on gère ça? C'est vachement intéressant, c'est violent. Et je vous assure, pour la femme, c'est bien plus violent que pour l'homme. Euh, Il y a la notion de mésalliance aussi, quelque part, parce que je pense à la maman de Fanny Price qui devient une femme du peuple, alors que peut-être c'était une femme de petite noblesse. Et c'est vachement intéressant. Et comment, en fait, Fanny va finir par s'affirmer, par dire... Elle a un petit côté Jane Eyre, je trouve. Un petit côté. Jane Eyre, elle est plus rentre dedans. Fanny est beaucoup plus douce. Mais Fanny est beaucoup plus douce, mais elle dit non. Et elle le répète. Très bon film. Tant que j'y pense, je reviens rapidement sur Fanny Price. Il y a un truc qui était très intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle a un peu une figure de grande sœur. Donc, quand elle vivait chez sa maman, enfin, dans sa famille, elle racontait des histoires un petit peu à tout le monde, des histoires un peu romanesques, rocambolesques qu'elle écrivait. Elle écrit beaucoup, beaucoup, Fanny Price. Et elle a continué à le faire avec, surtout auprès du deuxième fils Bertram, donc son cousin, de qui elle est devenue très proche. Et j'ai trouvé vraiment attachante en fait dans ce côté qu'elle racontait plein d'histoires, qu'elle vivait dans l'imaginaire, mais tout en on sent bien elle ne confond pas la réalité avec l'imaginaire, on est plus dans quelque chose qui lui permet de s'évader et de faire s'évader les autres aussi. Et ouais, Fanny Price, je pense que c'est mon héroïne austénienne préférée. J'ai une petite... j'aime bien aussi Lady Suzanne, je vous en parlerai rapidement à la fin. Ensuite, j'ai vu Emma, c'était Emma avec Gwyneth Paltrow. Et avec Gwyneth Paltrow. Pour Emma, on est dans... Là, on va changer un petit peu au niveau du milieu social, parce on est là dans le haut du panier, au niveau du milieu social. Emma Woodhouse, elle a 21 ans, elle habite la belle demeure de Hartfield avec son père âgé, qui est veuf, hypocondriaque, et c'est un petit peu la prunelle de ses yeux. Ils ont une relation assez fusionnelle où ils sont un petit peu à se soutenir l'un l'autre, si vous voulez, mais c'est peut-être plus Emma qui soutient son papa. Et l'histoire commence quand la gouvernante, en fait, se marie, ce qui représente un peu une catastrophe pour le père, parce qu'il se dit, mince, qui va s'occuper de ma fille? Elle a 21 ans. Hein. Emma, elle vit par procuration quelque part, parce qu'elle passe son temps à essayer de marier des gens de son entourage. Et en fait, elle a une petite tendance à se planter quand même au passage. Et donc, elle va essayer de se mettre à imaginer des couples comme ça qui pourraient aller bien ensemble. Donc, sachant que parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont déjà amoureux d'autres personnes. Il y a des gens qui cherchent pas forcément à être en couple. Et du coup, c'est assez intéressant. Elle a un côté très immature. C'est clairement la petite fille pourriatée, quand même plutôt capricieuse. Et c'est peut-être la personnalité la plus grise
quelque part, elle a pas un mauvais fond, si vous voulez, Emma. Mais un moment, il y avait une scène un peu bizarre. Bon, c'est un film que j'ai vu en anglais, sous-titré en anglais, donc il y a peut-être des trucs qui m'ont échappé. Mais il y a eu un espèce de froid qui avait été jeté au cours d'un pique-nique. Et je sais plus qui, dans le pique-nique, en fait, disait, bon, on va jouer à un jeu. Quelqu'un doit dire trois trucs banals à Emma et elle doit en rire. Ensuite, quelqu'un doit lui dire deux trucs un peu intéressants et elle doit en rire. Et ensuite, quelqu'un lui dit une chose très intéressante, enfin, une blague, un truc comme ça, et elle doit en rire. Et si vous voulez, ça lance une espèce... Ça aide pas du tout au niveau du froid. Il y a une personne qui vient de se marier d'ailleurs, qui est assez fantasque, mais très, très friquée aussi, qui se vexe un peu en se disant, mais non, mais c'est pas intéressant du tout. Enfin, ça serait intéressant à Noël, mais pas dans un pique-nique dehors, c'est ridicule. Donc elle s'en va. Et dans l'entourage d'Emma, il y a une jeune femme qui, un peu comme Emma, est très proche de son papa qui est hypocondriaque. Cette jeune femme-là, elle est un peu plus âgée, elle est pas franchement jolie, elle parle beaucoup, 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 mais elle respire la gentillesse. Et c'est une femme qui est pauvre, qui vit avec sa maman, qui est vieillissante et qui est sourde, qui s'occupe d'elle et compagnie. Et je pense que c'est des gens qui sont devenus pauvres à la suite de la mort du père, hein, tout simplement. Et c'est vrai que cette fille-là, elle est super gentille, mais elle est chiante. Elle est gentille, hein, mais elle est chiante, quoi. Et Emma, du coup, balance une pique à cette jeune femme qui en fait, c'est sa manière d'être, en fait, à cette jeune femme, de beaucoup parler, d'exprimer ce qui est... elle se prend la pique, si vous voulez, et elle essaye de commencer à intellectualiser là-dessus, en disant, oui, en même temps, Emma, elle a pas tort de dire que je parle un peu à tort et à travers, il faudrait que je commence un petit peu à arrêter avec ça, etc. Et on sent qu'elle est blessée. Et au point que, en fait, Emma, quand elle s'en va après, elle quitte le pique-nique parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une grosse boulette et qu'elle n'est pas capable de s'excuser. Et si vous voulez, dans l'entourage de sa famille, il y a un homme qu'elle fréquente depuis très longtemps, ils ne se sont jamais envisagés quoi que ce soit. Et il rattrape Emma, puis en gros, il lui fait la morale. Il lui dit, non mais t'as super mal agi parce que, encore, tu t'aurais agi d'une telle manière avec quelqu'un qui était ton égal, pourquoi pas, mais pas avec elle. Enfin, elle, c'est trop facile, elle est pauvre, elle n'a pas de perspective de mariage, elle n'est pas franchement jolie ni intéressante. Enfin, elle va probablement vivre seule et dans la pauvreté. Et en gros, enfin, il lui dit, t'es vache. Là, bon, il le dit bien mieux que ça, mais il lui fait vraiment la morale comme à une gamine, hein, et après, il s'en va et Emma, en fait, a fini par éclater en sanglots parce qu'elle se rend compte qu'elle a vraiment merdé. Et elle va vouloir aller s'excuser auprès de cette personne-là parce que c'est vraiment quelqu'un de son entourage qu'elle fréquente quasiment quotidiennement. Elle y va un petit peu bon, comme on va rendre visite à la Tati un peu chiante, mais il faut bien le faire. Et elle essaye d'y retourner pour se racheter un peu une conduite, sauf que la femme ne veut pas la voir. Et c'est affreusement vexant. Et en fait, Emma, comme ça, tout au long de son histoire, elle va faire beaucoup de boulettes. Elle blesse des gens. C'est pas son intention. C'est pas son intention de blesser des gens, elle est pas méchante. Mais elle blesse des gens sans s'en rendre compte. Et ensuite, elle a du mal à aller s'excuser. Le truc intéressant, c'est comment elle envisage en fait des mariages qui, au final, ne sont pas, plausibles. Parce que les gens ne sont pas égaux l'un à l'autre. S'il va y avoir une grande différence entre quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui va avoir de la fortune, ou quelqu'un qui va être un coureur, par exemple, et puis une jeune fille très... je donne des exemples bidons, hein, mais en gros, c'est pas une bonne entremetteuse, elle ne réfléchit pas. Quand elle dit à une copine, tiens, tu devrais aller voir avec lui, lui, il est vachement bien. Alors que la copine, peut-être qu'elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Et
Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, je vais revenir un petit peu rapidement au niveau des thématiques pour Emma. Emma, elle bouquine pas plus que ça, elle est dans les plantes, tout ça, bref. Ça va parler aussi là des bâtardes. Quel est le statut d'une femme bâtarde? Enfin, un enfant naturel, une femme, dont le père n'est pas connu. Il y a souvent des vicaires dans les histoires de Jane Austen, et là, le truc qui est intéressant, c'est que ce vicaire-là, il a des ambitions pour se marier, parce que il veut pas vivre dans la pauvreté ou être juste, donc il cherche une femme qui a de l'argent. Et on est aussi sur le côté, moi c'est un truc qui me fascine en fait dans ces littératures-là, c'est on est beaucoup avec des nobles en fait qui ne travaillent pas. La plupart ne travaillent pas. Il y a que le chef de famille, donc le fils aîné de manière générale ou le père, enfin bref, qui travaille, qui a une activité pour faire tourner la demeure, etc. Les autres ne travaillent pas. Donc, on est beaucoup sur des petites mesquineries, etc. Parce que je pense que les gens s'ennuient beaucoup. Et là, on a un petit peu ça dans toute sa splendeur, parce qu'on est là, on fréquente, enfin, si vous voulez, le point de vue, il est du côté d'Emma, qui est aisée, qui n'a pas à s'en faire, qui peut prendre tout à fait son temps pour le mariage, et qui est quand même un assez bon parti, même si c'est que une seconde fille. Son père est riche, donc Emma, c'est un bon parti. Et par contre, autant elle se plante quand elle imagine des mariages pour des personnes de son entourage, parce qu'elle manipule. Elle va dire à un gars, oh, allez l'inviter à danser, etc., des trucs comme ça. Elle essaye d'enclencher des choses qui ne s'enclenchent pas. Et ça mène à des quiproquos aussi qui sont assez marrants. Et par contre, Emma, quand le mariage peut la concerner, alors là, elle est complètement paumée. Elle sait juste oui ou non, mais sinon, elle voit rien. Rien du tout. Et c'est assez fascinant. Et Emma, en fait, j'ai l'impression qu'elle fait un peu tout ça pour s'occuper. Vraiment quelque chose de ce genre-là. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et c'était sympa de voir Madame Stark comme ça. Ensuite, j'ai vu Northanger Abbey. C'est un ouvrage posthume qui a été publié en 1818. Donc tous ces livres ont été publiés entre 1811 et 1818. Donc à titre posthume. Donc soit, si vous cherchez les bouquins, ça va être soit l'abbaye de Northanger, soit Catherine Morland. Catherine Morland qui est l'héroïne. Catherine Morland, c'est le premier Jane Austen que j'ai lu. Et franchement, j'avais pas accroché. Mais vraiment pas. Je me souviens avoir mis des semaines et des semaines à le lire, c'était long. Sauf que là, de le voir, ça m'a donné envie de le lire. Et c'est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Alors, au niveau des adaptations, avec Felicity Jones, moi j'ai vu le film de 2007 avec Felicity Jones dans le rôle de Catherine Morland. Catherine Morland, c'est l'aînée c'est une des filles aînées d'une grande fratrie. Son père, je pense qu'il doit être vicaire aussi ou un truc comme ça, parce qu'elle habite dans un presbytère. Et ça a toujours été une gamine qui était un peu, comment dire, ça a toujours été une gamine un peu garçon manqué. Elle joue au cricket avec ses frères, elle allait à cheval, etc. Et à un moment, en fait, il y a un peu tout le monde qui se rend compte que, oh là là, Catherine, elle devient une jeune fille, et puis elle aussi, elle s'en rend compte, et elle commence à s'intéresser aux robes et compagnie. Et en fait, elle va accompagner monsieur et madame Allen, qui sont les voisins de ses parents, passer quelques semaines à Bath. Donc Bath, c'est une ville thermale chicos, mais où si par exemple des gens de Londres qui avaient du mal à maintenir leur train de vie, donc des nobles, des bourgeois, ils pouvaient se retrouver facilement à Bath parce que c'était beaucoup moins cher au niveau de la vie de tous les jours.
Et Catherine, c'est une gamine qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les livres. Elle adore lire tous les trucs qui font peur, les Radcliffe et compagnie. Elle a un côté comme ça qui est très naïf et très impressionnable. Et après, elle est un petit peu en décalage, je trouve, avec son environnement parce qu'elle est jeune. Donc, et elle a pas forcément les codes de la haute société. Mais enfin, on la remarque pour sa beauté et pour une espèce de candeur, si vous voulez. Comme c'est une jeune femme qui est très naïve, les gens repèrent assez rapidement qu'elle est naïve et peuvent facilement lui faire croire des choses qui n'existent pas. Donc elle va se rapprocher des Allen comme ça, elle va se rapprocher également d'une autre famille, c'est les Tilney. Elle va rencontrer Henry Tilney et elle va rencontrer les Thorpe. Elle rencontre comme ça un deuxième fils. Henry Tilney, c'est le deuxième fils. Elle quitte un peu le giron des Allen parce qu'elle a été invitée par Monsieur Tilney, donc le père, à Northanger Abbey, où elle arrive, elle est un peu toute impressionnée parce que c'est une grande demeure qui fait presque médiévale. Elle demande s'il y a des fantômes, etc. Le père, il est super froid et surtout qu'il va y avoir un gros quiproquo avec ce monsieur-là, en fait, qui a pensé que il a pris pour quelqu'un d'autre, ou il a pensé qu'elle avait de la fortune. Sauf qu'elle est pas, c'est pas un bon parti, Catherine Morland. Elle est, elle est pas spécialement pauvre, mais elle est pas riche. Et elle se retrouve du coup dans cette grande demeure. C'est une jeune fille qui est très impressionnable, qui se met à imaginer plein de choses. La nuit, elle a peur aussi pour se coucher. Et elle s'imagine surtout plein de choses au sujet de Monsieur Tilney, le monsieur qui l'a invité à Northanger Abbey. Au point où ça va... alors elle devient très proche de la sœur de Henry Tilney, donc le garçon, le jeune homme, le fils de Monsieur Tilney. Mais elle devient aussi assez proche de ce jeune homme-là. Et je trouve c'est un côté très mignon parce que là, on parle vraiment quelque part du passage à l'âge adulte et du fait de pas accorder en fait sa confiance à tout le monde aussi. Elle veut pas se faire non plus embobiner très fort, hein, parce que les gens en fait ils essayent de l'embobiner pour se moquer d'elle parce qu'elle est naïve et qu'elle croit à tout. Mais c'est super. Je l'ai trouvée super attachante comme jeune fille. Elle va trop loin, mais je pense qu'elle a un côté assez impulsif, très adolescent, où elle s'imagine trop de trucs et puis elle va poser des questions qui, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Et elle va trop loin en fait en voulant essayer de prouver quelque chose dont elle est convaincue, alors qu'en fait, pas du tout. Et ce qui fait qu'elle essaye, elle en devient indiscrète, à vouloir essayer de trouver un espèce de secret tragique qui s'est passé à Northanger Abbey et qui concerne Monsieur Tilney. Elle est en train un peu de gratter autour de la mort de Madame Tilney, donc la femme de Monsieur Tilney et la mère des enfants, qui sont adultes maintenant. Mais elle en devient indiscrète et ça fait que ça craint un petit peu. Mais c'est porté par ce côté très naïf et compagnie. Mais après, une fois qu'on lui explique, on peut la raisonner. Mais là-dessus, elle était pas si agaçante à mes yeux que Emma. Emma, elle le fait pour s'occuper, et alors que Catherine, elle, c'est plus un espèce d'esprit de curiosité et puis un peu une envie de se faire peur, si vous voulez. Il y a un côté plus enfantin chez Catherine que chez Emma, beaucoup plus manipulateur. Catherine n'est pas manipulatrice. La clé de lecture que je n'avais pas quand j'ai lu Catherine Morland pour la première fois, ça remonte à 4-5 ans, c'est que Jane Austen voulait se moquer des romans gothiques de l'époque où il y avait... parce que Catherine, elle imagine des tas de choses. Il suffit d'un voyage en calèche pour que, paf, elle imagine que monsieur... ils se font attaquer par des bandits de grand chemin. Monsieur Allen, qui a la goutte et qui boite, il est obligé de les défendre, donc il descend et il sort son épée. Il s'ensuit un duel. Donc elle a l'imagination très fertile. Et après,
Elle est top, hein. Je crois que c'était d'ailleurs Henri Tilney qui disait d'elle à un moment: «Je crois que vous êtes l'exemple qu'on peut lire trop». C'était un truc comme ça, mais je sais plus comment c'était, mais ça m'avait fait rire. Et après, elle est choupie, mais elle est très jeune. Elle est très jeune. Et puis c'est une jeune fille qui est très aimée de son entourage. Enfin, elle est sociable et compagnie. Là où, par exemple, Emma, c'était beaucoup de l'apparence. En dernier, donc, j'ai lu Persuasion. Alors, Persuasion, je vais très fort vous déconseiller de regarder le Persuasion avec la fille qui avait joué dans les 50 nuances de Grey qui est sur Netflix. C'est un peu la fatigue. Je l'ai vu aussi. Je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Le Persuasion que j'ai vu, il est plus ancien. C'est avec Ciaran Hinds, avec Amanda Root et Ciaran Hinds. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le mec qui jouait le roi au-delà du mur dans le trône de fer. Le roi au-delà du mur dans le trône de fer. Persuasion, on est sur autre chose là encore. On est sur quelque chose de beaucoup plus... La jeune femme de Persuasion, c'est Anne, Anne Elliot. Anne Elliot est une... alors, je vais regarder un petit peu parce que comme je l'ai vu en anglais sous-titré anglais, j'ai pas tout... Il y a des trucs que j'ai pas compris. Anne, il me semble que c'est l'aînée d'une fratrie il y a au moins 3 filles. Le père, il vit au-dessus de ses moyens carrément, et ce qui fait qu'il est obligé d'aller à Basse, parce qu'à Basse, il peut continuer à mener grand train, mais à moindre frais. Et Anne, c'est une jeune fille qui aurait pu se marier quelques années auparavant, 8 ans, un truc comme ça. Elle a 27 ans. Donc elle a dépassé la date de péremption pour le mariage des jeunes filles de bonne famille. Et elle va rester en fait vivre chez sa sœur qui est hypocondriaque. Elle a une sœur qui est mariée, qui a deux garçons, il me semble, qui... elle est toujours à soupirer, elle a toujours mal quelque part, personne ne la comprend, etc. Enfin, il faut toujours qu'elle attire l'attention à elle sur un point où elle est malade ou quelque chose comme ça. Et Anne, quelques années auparavant, elle aurait pu se marier avec un homme qui n'avait pas d'argent, mais qui s'était inscrit en fait dans la marine. Et avec la guerre avec les Français, parce que c'était les guerres napoléoniennes, cet homme-là, il a fait fortune parce qu'il a travaillé avec des corsaires, et voire même plus ou moins fait de la piraterie. Et bref, l'homme qui n'avait pas un rond 8 ans auparavant est revenu en Angleterre riche, mais vexé comme un pou parce qu'elle lui avait dit non, parce qu'elle avait été conseillée comme ça par une femme de son entourage qui était plus ou moins sa protectrice. Et c'est quelque chose qu'ils ont toujours regretté tous les deux. Mais ils ont coupé les ponts. Cet homme-là revient dans l'entourage. Anne, c'est une jeune femme qui n'attire pas l'attention à elle. Elle est... Je sais pas comment elle est décrite dans le livre, mais dans le film, elle n'est pas vraiment mise en valeur. On la remarque pas pour sa beauté, on va dire. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est sociable et compagnie, mais on la remarque pas spécialement pour sa beauté. Je pense qu'elle se met pas spécialement en valeur. Peut-être qu'elle se met pas spécialement en valeur parce qu'elle y croit plus trop non plus au mariage, tout simplement. Donc elle fait pas trop d'efforts. Le truc qui était assez intéressant, c'est comment une famille fait pour continuer à vivre malgré le fait qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que clairement, le père, il n'a pas envie de diminuer son train de vie, le père Elliot, mais faut qu'il le fasse parce que sinon c'est banqueroute. Et je crois qu'il a encore une fille à marier. Après, je vous ai dit, j'ai vu le truc en anglais, donc il y a des personnes de l'entourage, j'ai pas trop compris qui c'était exactement. Je me demande s'il avait pas une deuxième épouse et sa plus jeune fille en âge d'être mariée qui vivait avec lui. Le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que Anne, à un moment, elle va s'affranchir en fait des conseils qu'on lui donne et commencer à prendre des décisions par elle-même. Des décisions qui la concernent elle. Donc elle est là pour dire, elle est là pour filer un coup de main, elle est là pour sa famille, elle est là pour ses amis, etc. Il n'y a pas grand monde qui est là quand elle a besoin. Mais elle se débrouille, hein. Mais
un moment, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle se détache en fait de l'influence que les autres ont sur elle. Et même sa sœur hypocondriaque, je vous assure, elle est insupportable. Euh, et Anne, elle est patiente avec cette personne-là. Alors que c'est une nana qui... elle est pire, entre guillemets, que Madame Bennett avec ses vapeurs. Madame Bennett, elle est atrocement chiante. Mais Madame Bennett, elle agite un petit peu. C'est oulala, en gros, si vous me contrariez, moi je vais garder le lit et compagnie. Ou alors, effectivement, quand il y a Madame Bennett dans Orgueil et Préjugés, quand il y a quelque chose qui se produit et qui est très angoissant, bah, elle arrive pas à gérer, donc elle est au lit, puis elle est un peu idiote, Madame Bennett. Mais si vous voulez, sa sœur qui est mariée et qui est hypochondriaque, à Anne Elliot, euh, il y a une volonté comme ça de garder l'attention sur elle, mais il y a aussi une volonté bah, presque d'être méchant et de gâcher un peu la journée des autres. Parce que les autres, ils ont peut-être envie d'aller se promener ou des trucs comme ça. Et elle est toujours en train de pigner. Toujours. Et Anne, elle a quand même vachement de patience. Alors, c'est aussi un film que j'ai vraiment apprécié. Euh, Mais bon, je vous ai dit, j'avais une envie de lâcher un peu le stress après la certification. Non, mais je stresse pour n'importe quoi, moi, ça devient ridicule. Et donc, je me suis fait un petit marathon comme ça. J'ai à moitié envie de vous dire quand même, faire un petit récap rapido aussi des œuvres posthumes qui sont pas forcément terminées, que Jane Austen a écrit. Alors, je n'ai pas vu The Watson, mais j'ai lu Lady Susan. C'est un roman purement épistolaire qui est très court. Il doit faire une centaine de pages, 120 pages, un truc comme ça. Et le truc qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment du côté de quelqu'un qui est antagoniste presque, qui est méchant. Donc, elle écrit un peu à tout le monde. Lady Susan, c'est une femme qui a déjà été mariée, qui cherche à se remarier, à, à refaire un mariage riche, entre guillemets. Mais elle est prête en fait à filer. Elle était prête, je crois, à piquer le fiancé de sa fille parce que bah, il gagnait de la thune parce que ça aurait été bien pour elle. Et Lady Suzanne, si vous voulez, c'est une connasse. C'est une connasse. Je crois pas que c'était. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Hein. Donc Lady Suzanne, j'en avais parlé rapidement. Je vous mettrai le lien vers la vidéo précédente si ça vous dit. Ah si, il y a eu une adaptation cinématographique qui s'appelle Love and Friendship. C'était en 2016. C'était avec Kate Beckinsale. Le truc qui est intéressant pour Lady Suzanne, c'est que c'est une femme qui... c'est une femme d'âge mûr. C'est une femme qui, je pense, a une trentaine, 30-35 ans. Et qui a une fille qui est en âge d'être mariée. Une fille qui a peut-être 16 ans, un truc comme ça. Oui, il y a mon petit Basilou. Et... Bonjour Basilou. C'est Basiloulou. Et... Et en fait, elle manipule tout le monde, Lady Suzanne. Elle est assez insupportable. Elle a pas une thune, donc elle se fait inviter un peu à droite à gauche, elle se fait entretenir quelque part, parce que c'est une veuve. Et en fait, elle mène un train de vie où bah, il y a besoin de contracter un autre mariage. J'ai lu et vu Sanditon. Donc, Sanditon, c'est un livre que Jane Austen elle a pu écrire seulement 11 chapitres et elle est décédée. Et une autrice plutôt récente a terminé Sanditon. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, J'ai dû acheter le bouquin, je sais plus exactement, je vous mettrai le lien vers ma vidéo. Les Parker, donc c'est une famille qui veut faire un autre Bath que Bath, donc la petite bourgade portuaire qui est le petit Saint-Trope de la côte, la côte de la Manche. Ils veulent faire un autre petit Saint-Trope comme ça, et à Sanditon, qui est une ville fictive. On a donc une famille on a un gars qui poursuit un peu un rêve comme ça un peu d'entrepreneuriat, qui est pas forcément... c'est un mec qui rêve beaucoup, si vous voulez. Et il veut développer des histoires de bains de mer et compagnie, du thé, l'artisanat local, les bals et compagnie. Et on a une jeune fille qui va se retrouver gouvernante, parce qu'elle fait partie d'une petite famille pas très fortunée.
Voilà, c'est Charlotte Heywood. Charlotte Heywood va finir par être invitée en fait dans cette ville-là. Charlotte Heywood, c'est une nana qui est raisonnable. C'est une jeune femme qui a une vingtaine, 20-22 ans, un truc comme ça, qui est super raisonnable et qui est un peu entourée de gens qui rêvent beaucoup. Et je trouvais que c'était un personnage très intéressant aussi au niveau de sa maturité, Charlotte Heywood. Et oui, elle a été invitée parce qu'il y a la famille Parker qui a eu un petit accident de carrosse juste plus ou moins dans la cour des Heywood. Il passait devant en fait. Et le carrosse s'est pété la gueule et lui, il a dû se casser une cheville ou un truc comme ça. Il s'est blessé à la cheville. Donc les Heywood se sont occupés de ces gens-là et ils les ont hébergés, ils ont soigné Monsieur Parker. Et une fois que ça allait mieux, lui il a dit bon bah tiens, pour vous récompenser, j'emmène votre fille aînée avec moi et on va, enfin je vais lui faire visiter comme ça Sanditon. Et c'était quand même un truc, on brasse toujours plus ou moins les mêmes notions de famille pauvre versus famille riche, des gentils, des méchants qui vont être manipulateurs, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être longuissime. Donc stop. Je vous conseille très fort de lire Jane Austen. Je pense que je vais lire dans pas trop longtemps Mansfield Park, mais après que j'ai lu Colette, peut-être après un petit Arthur Conan Doyle, parce que j'ai envie de lire des trucs courts d'abord. Donc peut-être que cet été, on va aller à Mansfield Park avec la jeune, la jeune Fanny Price. Et parce que c'était mon préféré de film. Donc voilà, on verra. Et je vous souhaite une très bonne journée. À tout bientôt. Lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!